Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouvel épisode et nous avons l'honneur d'accueillir Madame Laurence Bellon, ancienne maître de conférence à l'École nationale de la magistrature, qui a réalisé une carrière en tant que juge pour enfants, notamment en tant que vice-présidente du tribunal pour enfants au sein du tribunal judiciaire de Marseille. La spécificité du juge pour enfants tient à sa double casquette, lui donnant compétence pour agir en matière civile pour la protection des mineurs en danger et en matière pénale pour le traitement de la délinquance des mineurs. Depuis 2024, la justice pénale des mineurs a emprunté la voie du durcissement à l'initiative du Premier ministre en poste à ce moment-là, M. Attal. Il est important de revenir sur les propos tenus il y a un an de M. Attal qui exprimait une volonté claire d'instaurer par un principe fondamental illustré par son adage « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Avant d'examiner la proposition de loi qui en a découlé ainsi que son adoption par l'Assemblée et le Sénat en première lecture, que pensez-vous lorsque vous entendez ces mots prononcés par le Premier ministre ? Écoutez, quand j'entends ces mots, moi je ne peux être que d'accord. Ça peut paraître paradoxal, mais je ne peux être que d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où ça existe, c'est déjà pratiqué, et que c'est une pédagogie que je trouve très intéressante. Tu casses, tu répares. Normalement, la phrase complète, c'est tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Puis après, on parlera de l'autorité. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. C'est le principe même de la mesure de réparation qui existe pour les mineurs et qui, dans mon souvenir, existe depuis 1983. Dans les années 83-85, il me semble que c'était une initiative de Robert Badinter. C'est une mesure très intéressante. Pour des adolescents ou des préadolescents qui ont commis une infraction dont on sent que c'est une erreur de parcours, mais qu'on n'est pas dans une logique de répétition, de grosses crises personnelles, etc. Et donc la mesure de réparation est parfaitement adaptée. On a tous vécu ça dans notre enfance et dans notre jeunesse. Tu as fait une bêtise, tu la répares, tu as sali, tu nettoies. La phrase suivante, tu défies l'autorité, on t'apprend à respecter. Je suis aussi tout à fait d'accord, sauf que c'est moins mécanique que tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité. Alors déjà, la notion d'autorité est un peu compliquée, mais surtout... Yvan Attal dit bien, on t'apprend à la respecter. Et ce qui est important, c'est le mot on t'apprend. C'est pas le respect de l'autorité. Il n'est pas inné, surtout quand on est avec des adolescents qui sont plus difficiles, puisque c'est une question de défier l'autorité, pas simplement de casser ou de salir. Et donc, il faut apprendre. Et pour apprendre, c'est des mécanismes c'est de la pédagogie. Qu'est-ce qu'il faut pour apprendre ? Il faut un enseignant qui parle, qui transmet les valeurs, donc là, qui transmet la valeur de l'autorité. Il lui faut du temps. Pour apprendre, on n'apprend pas en 20 secondes. Chaque fois qu'on a appris des mathématiques, de la philo ou autre, il faut laisser du temps à l'enseignant. Il faut qu'un enseignant puisse s'adapter. Il y a des élèves qui comprennent dans une classe, il y en a qui comprennent au quart de tour, puis il y en a, il faut plus de temps, plus d'adaptation. Et puis, il faut répéter aussi. J'avais un grand-père instituteur qui disait, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors, pas la répétition à l'identique, on ne va pas 25 fois répéter la même chose, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Il y a des choses qu'il faut amener à répéter. Voilà, et c'est inhérent au processus d'apprentissage. Donc, la phrase... de Gabriel Attal, j'ai dit Yvan Attal, c'est Gabriel Attal, tu casses, tu repars, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Je suis parfaitement d'accord. D'accord. C'est des choses qui s'appliquent et c'est le principe même de la justice des mineurs. Alors je pense que lui, quand il disait cette phrase, il envisageait peut-être quelque chose de beaucoup plus... Je sais pas ce qu'il envisageait, mais enfin, au sens littéral du terme, sa phrase, j'adhère tout à fait. D'accord. Du coup, oui, pour la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée le 13 février 2025 et le 26 mars 2025 par le Sénat en première lecture en apportant des modifications. Donc cette proposition de loi, elle introduit un changement majeur, notamment en inversant le principe de l'excuse de minorité pour les récidivistes de plus de 16 ans, notamment lors des poursuites pour un crime ou délit puni d'au moins 5 ans de d'emprisonnement. Désormais, l'excuse de minorité, autrement dit la diminution de peine du fait de la minorité, devient donc dans ce cas spécifique une exception
applicable uniquement sur décision spécialement motivée du juge, Oui. alors qu'avant, elle constituait en fait le principe. Et du coup, moi, je voulais savoir quel est votre avis sur cette atténuation du principe. Êtes-vous Alors là, d'accord ou pas? je ne suis pas du tout d'accord avec cette proposition. Je ne suis même pas sûre qu'elle puisse être validée sur le plan constitutionnel parce que le terme excuse de minorité, il est c'est un faux ami. En fait, il faut dire l'atténuation de la responsabilité, l'atténuation de la peine. C'est un principe qui existe depuis le droit romain. Voilà, donc je veux dire, c'est pas une invention de 68 heures attardées ou de je ne sais quoi qui n'aurait aucun sens, ni de l'autorité, ni de la vie en société. Le principe de l'atténuation de la peine, il existe depuis toujours. C'est inscrit dans c'est inscrit dans les textes internationaux. Je vois pas comment on pourrait poser le principe que 16-18 ans, récidiviste, il n'y aurait plus d'excuses de minorité. Surtout de la notion de récidive, si vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on est en processus d'apprentissage, c'est pas parce qu'on a une fois entendu quelque chose que c'est acquis. Oui. En mathématiques, le prof il vous a parfois répété plusieurs fois les explications. Parfois, il a été obligé de vous sanctionner plusieurs fois avant que les choses soient intégrées, etc., etc. Oui. Comment je peux dire ? Surtout, ce que je ne comprends pas du tout, c'est qu'il existait déjà depuis une dizaine d'années, mais ça a été repris dans le CJPM, un texte qui permet tout à fait, lorsque on est avec un adolescent dont on pense que quand même il est allé beaucoup trop loin. Alors attendez, le problème c'est que vous coupez là une seconde, il faut que je retrouve mes documents parce que je suis à la montagne. Aïe. Alors je les ai préparés en plus. C'est pas possible. Bon, il faut que vous le cherchiez dans... Non, je l'ai oublié chez moi à Marseille, parce que là je suis dans les Alpes. Alors il existe un texte dans le CJPM, vous avez les textes sur l'atténuation de la... Alors je ne sais plus s'il dit atténuation de la responsabilité ou l'atténuation de la peine. Parce que l'excuse de minorité, c'est le terme familier. Vous avez le CJPM avec vous là ? Non, mais par contre, moi dans mes recherches, j'avais atténuation de la peine. Voilà, c'est l'atténuation de la peine. C'est ça. Vous avez la référence de l'article ? Alors, CJPM. Non, CJPM. Je cherche ça tout de suite. Ah, donc c'est l'article L521-7. L521-7. Il doit y avoir dans cet article, est-ce que c'est dans cet article qu'on indique qu'il y a l'atténuation de la peine, la moitié de la peine est 20 ans pour perpétuité, et ensuite il y a un deuxième alinéa qui dit mais exceptionnellement, si les circonstances et la personnalité, la juridiction peut ne pas retenir l'excuse, l'atténuation de la peine. C'est là-dedans ou c'est un article Non, c'est suivant ? pas celui-ci, donc je pense... Le suivant. Hop. Ça doit être... Je suis désolée de les chercher avant de partir en vacances pour vous répondre, et puis je n'ai pas pris. Alors le suivant, le problème c'est que c'est L522-1 qui parle du travail d'intérêt général. Non, c'est donc pas c'est ça. Pas lui. Vous êtes sûr que dans L521-7,
Sur l'atténuation de la peine, il n'y a pas un alinéa qui dit que, cependant, s'il est Oui. exceptionnellement, Oui, etc. c'est ça. C'est dès le début de l'article, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur. Il doit y avoir la date de cette... Il me semble qu'il a une dizaine d'années, cet alinéa. Création de l'ordonnance du 11 septembre 2019. En fait, c'est le TJPM. En fait, de toute façon, ce principe existait déjà dans l'ordonnance de 45. Oui, ancien texte, ordonnance de 45. Et la version en vigueur du 20 novembre 2016. Non. Oui, c'est peut-être 2016. Enfin, non, c'est même plus vieux, à mon avis. Vous ferez des recherches là-dessus. D'accord. Parce que je sais que je l'ai pratiqué aux assises. D'accord. La question aux assises, d'ailleurs, se pose toujours. Depuis que ce texte a été... Le CJPM ne fait que reprendre un texte qui existait déjà. Oui, l'ordonnance de 45. Il n'existait pas initialement dans l'ordonnance de 45. Il a été rajouté, je dirais, il y a une dizaine d'années. D'accord. Je ne suis pas sur des dates exactes. Donc, il faudrait que vous recherchiez. Et voilà. Alors, on revient sur ce que je pense de cette proposition. Alors, oui, je vous disais que je suis très défavorable à cet article de cette proposition parce qu'elle va complètement à contre-courant des principes nationaux, de principes fondamentaux des lois de la République posés par le Conseil constitutionnel et des textes internationaux. Le fait qu'il y ait une atténuation de la peine, c'est un principe fondamental de tous les droits des mineurs. Et quand on se trouve... Et le paradoxe, on dirait que ceux qui ont fait cette proposition de loi n'ont jamais lu le Code de la justice pénale des mineurs. L'ordonnance de 45, je leur pardonne, mais le CJPM qui est en action, qui s'applique, c'est qu'il existe déjà un alinéa dans l'article de loi qui vise l'atténuation de la peine, donc il dit que la peine encourue est normalement de la moitié de celle prévue, la moitié de la peine prévue pour les majeurs. L'alinéa suivant dit cependant, dans des circonstances exceptionnelles en fonction de la personnalité et des circonstances de l'espèce, c'est-à-dire ça peut être interprété de façon très large, les circonstances et la personnalité, ça peut tout et rien dire. Alors, il faut quand même que ce soit exceptionnel, mais il est possible, effectivement, de retirer l'atténuation de la peine, le principe de l'atténuation de la peine. Et dans ce cas-là, l'adolescent encourt la même peine que les majeurs. Donc si on est ponctuellement avec des adolescents dont on pense qu'ils mériteraient les mêmes sanctions que les majeurs, là on a déjà le texte, et le texte prévoit que ça peut être prononcé par le tribunal pour enfants et par la cour d'assises. La seule limite qu'on met, c'est que c'est exceptionnel. Et de fait, c'est logique que ce soit exceptionnel, puisqu'on est quand même dans un texte qui concerne la justice pénale des mineurs. Les mineurs, pas des majeurs. Voilà. Ensuite, ça a une dernière chose, ça a un effet politique, je dirais, parce que le projet de loi dit la peine encourue. La peine encourue, même pour les majeurs, c'est rare qu'on prononce le maximum de la peine encourue. Donc quel est l'intérêt de passer de 5 ans à 10 ans Enfin voilà, quel est l'intérêt si ce n'est de l'affichage politique. Et c'est une chose qui, compte tenu de tout ce que j'ai connu sur le terrain, des difficultés qu'on a à traiter la récidive, des difficultés qu'on a à pouvoir faire face en tant qu'adulte, en tant qu'institution, en tant que juge, je comprends pas que comment on va dire ça ? Je comprends pas qu'on choisisse la voie de la facilité en faisant de la démagogie. Voilà, je peux pas. J'ai des termes un peu violents, mais sur cette chose-là, je n'accepte pas. Il y a d'autres choses qui peuvent être comprises, hein, mais ça c'est pas possible. Et je pense que le Conseil constitutionnel ne pourra pas valider qu'une classe d'âge entière, 16-18, perde le principe de l'atténuation de la peine. D'accord. Alors ça veut dire qu'à terme, on va aussi, par voie de conséquence, supprimer descendre l'âge de la minorité à 16 ans en matière civile aussi. Ça a des conséquences énormes. Donc à voir sur le Conseil constitutionnel,
sa réponse. Au-delà même, c'est à nous, en tant que citoyens, à dire que il y a un principe. Je veux dire, si la minorité a un sens, eh ben, on accepte l'idée qu'il faille du temps et qu'il y a des lois spéciales pour les mineurs, sachant que l'exception est possible. On peut retirer, pour certains adolescents dans des situations exceptionnelles particulièrement graves ou des personnalités particulièrement inquiétantes, on peut retirer l'atténuation, mais ça reste un principe exceptionnel. C'est quand même hallucinant d'imaginer qu'il faudrait on motive le fait de rétablir l'atténuation de la peine pour un mineur. Je sais pas, je comprends pas. D'accord. Voilà. Vous parlez tout à l'heure du terrain, donc vous avez travaillé donc, à Marseille, où on sait qu'il y a beaucoup de trafic de stupéfiants. Et ces mineurs sont implantés, ils sont devenus un argument de recrutement, enfin la minorité est devenue un argument de recrutement pour les trafiquants qui savent comment les approcher. On évoque souvent l'hypothèse pour les mineurs utilisés par les réseaux qui sont victimes de la traite des êtres humains, qui est d'ailleurs condamné par l'article 225-4-1 du Code pénal. Vous, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez été amené à envisager cette notion et comment celle-ci, elle se manifeste en pratique? Alors, effectivement, j'ai travaillé dans des grandes juridictions. Je travaillais à Lille, à Lyon, et j'ai fini ma carrière à Marseille. Et ces dernières années, j'ai été confrontée à la mainmise des réseaux et à l'importance du trafic, de l'utilisation des mineurs comme guetteurs ou comme vendeurs, c'est-à-dire la base de la pyramide, les petites mains du réseau. La notion de traite des humains, la notion de ces adolescents en tant que victimes de traite des êtres humains, en fait, c'est très récent. Et, sans vouloir m'enorgueillir, c'est moi qui, pour la première fois, ai mis ces mots-là sur la réalité de ce qui se vivait. Ça faisait 5 ans que j'étais à Marseille, et c'est dans les derniers mois avant que je ne parte à la retraite, en auditionnant un mineur que je connaissais bien, qui avait 14-15 ans, que je connaissais bien pour une multiplicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, c'est-à-dire qu'il se faisait interpeller. Il a dû se faire interpeller une dizaine de fois sur le même plan de stup. C'est important ça parce que si on pense que les adolescents vont trafiquer uniquement pour l'appât du gain, ils ne sont pas idiots. À Marseille, il y a une centaine de plans de stup. Donc, si vous voulez gagner des sous, vous vous faites interpeller à la cité de la Paternelle. La fois suivante, vous allez à la cité des Oliviers. La fois suivante, vous allez au petit séminaire. C'est le nom d'une cité, etc. Vous faites le tour des cités et puis vous n'arriverez à rien. Or, en fait, tous ces adolescents, on le sait quand on a on l'a pas dans l'ordinateur, parce que l'ordinateur n'enregistre pas ça, mais on est assez nombreux en tant que juge des enfants à avoir un petit cahier et où on marque le lieu d'infraction. Et notamment pour lui, c'était toujours la même cité. Et puis, en l'écoutant, ça a été comme un alignement des planètes, si vous me passez l'expression familière. Je me suis rendu compte que de nombreux signaux qui m'avaient été envoyés ne prenaient sens que si on le mettait en perspective avec la traite des êtres humains. Alors, dans les signaux, notamment, il avait disparu pendant 15 jours. On avait même pensé qu'il était mort. Il répondait plus. Alors, il répondait plus au foyer. Il était en fugue. Bon, ça pouvait arriver, mais il répondait plus à sa mère, alors que normalement, il appelait sa mère tous les jours. Le foyer m'avait dit, quand il est chez nous, il a perdu l'appétit. Il mange le matin un bol de céréales et puis c'est tout. Il y avait des signes de violence subis. L'hypervigilance, la banalisation des risques et la banalisation de la mort. Toute une série de signes qui correspondaient à ceux qu'on voit chez les jeunes Roms, les jeunes enfants Roms, les jeunes adolescents Roms qui sont utilisés pour les cambriolages en série ou la mendicité. Et je me suis rendu compte comme ça qu'en fait, ils répondaient à tous les critères, à peu près tous les critères. Si vous voulez connaître ces critères, il faut aller sur le site interministériel de lutte contre la traite des êtres humains,
D'accord. Ils ont des tableaux et des critères, et vous verrez, on peut cocher toutes les cases. Alors j'en ai parlé avec mes collègues, et d'un coup on s'est rendu compte tous que oui, effectivement, ça correspondait. Et petit à petit, ça a fait, en quelques mois, ça a fait tache d'huile. Ce qui veut dire que ça correspond à une réalité. Parce que si ça avait été une fantaisie de ma part à propos d'un adolescent que je connaissais, bon, je pense que ça aurait amusé une ou deux personnes et puis c'est tout. Or, en fait, même vous dites, on utilise beaucoup. En fait, c'est très récent. Ça date d'il y a 1 an à peu près qu'on utilise cette notion. Alors, ensuite, c'était important parce que, notamment sur la question de la réitération des actes, je dis volontairement la réitération et non pas la récidive. Quand vous êtes dans une analyse classique de la situation, vous avez un adolescent qui a 10 fois été interpellé sur le site en étant guetteur ou vendeur. Donc on est sur un Xème récidive. Quand vous êtes dans la traite des êtres humains, ça change la perspective. Ça veut dire qu'effectivement, 10 fois, il y était, bien sûr, mais qu'il y a une notion de contrainte et d'emprise du réseau qui fait qu'il retourne toujours dans la même cité. Je redis, si c'était que l'appât du gain, il changerait de cité toutes les semaines. Or là, ça n'est pas le cas. Ils sont tout le temps dans la même cité. Un des signaux, c'est que par exemple, cet adolescent, il avait été confié à un centre fermé. Ouais. Et en fait, 15 jours plus tard, on le retrouve à nouveau dans la même cité, interpellé par la police. Et quand je l'ai revu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment vous avez pu, en 15 jours, revenir sur Marseille, dans la cité XY ? Il me dit, ils sont venus me chercher. Bon, je lui ai dit, comment ils ont fait pour vous repérer ? En fait, c'est lui qui les avait appelés. Et alors, il y a 2 hypothèses. Soit c'est parce qu'il n'avait pas fini de rembourser la dette et qu'il voulait rembourser la dette, finir de la rembourser. Soit sa mère avait été menacée par le réseau et il a préféré revenir plutôt que d'exposer sa mère à des représailles. Alors vous allez me dire, je rêve, mais bon, la littérature sur les représailles, les actes de torture et les menaces ou les pressions sur les familles, c'est monnaie courante sur Marseille. Je veux dire, c'est pas inventé. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve. Il y a d'autres signaux, un état dépressif, enfin tout ce que vous voulez. Et dans ces cas-là, oui, comment vous... Pardon, continuez, je vous dirai après. Pénalement. Oui, voilà. Est-ce qu'on fait pénalement de cette notion ? Oui. Là, c'est plus compliqué parce que pour le coup, c'est d'abord au parquet à essayer de voir comment on peut aborder cette question, la question des mineurs qu'on retrouve sur les réseaux. C'est au parquet à mettre en place une politique pénale. Et je ne dis pas que c'est simple, parce que si on les exempte de toute poursuite en disant les pauvres, ils sont victimes de la traite des êtres humains, paradoxalement, les réseaux vont les utiliser encore plus. Puisque ça va être du pain béni pour eux. De toute façon, ils vont leur dire, vous risquez rien. On vous applique la législation sur la traite des êtres humains. Donc il faut trouver un équilibre entre sanctionner et en même temps protéger d'un mécanisme qui est un mécanisme qui est structurellement criminel, hautement criminel. Je m'explique. La plupart du temps dans ma carrière et dans nos carrières respectives, on aborde aussi bien l'assistance éducative que la délinquance. Quand on étudie la personnalité du mineur, on l'étudie au regard de son évolution, du contexte familial, des crises familiales, des difficultés familiales qui ont pu se poser, du contexte social, de l'enrichissement ou de l'appauvrissement d'une famille, par exemple. On est centré sur l'individu. À partir du moment où on aborde cette question de l'utilisation des mineurs dans le trafic de stupéfiants comme victimes de traite des êtres humains, on est obligé de se confronter cette fois-ci non plus à la simple psychologie de l'adolescent et de sa famille, on est obligé de se confronter à des structures criminelles, donc il faut être clair, qui nous dépassent très largement dans un premier temps. Je veux dire,
moi, je sais pas traiter avec un réseau criminel qui peut avoir des ramifications internationales. Donc, ça veut dire qu'il faut une mobilisation de toutes les instances judiciaires. Il faut peut-être mettre en place, réfléchir à des pratiques judiciaires qui s'apparenteraient un peu à des mesures de protection et d'éloignement, mais qui doivent être pensées et conçues non pas comme une punition, mais comme une mesure de protection, pour que l'adolescent ne fasse pas comme celui dont je viens de vous parler, qui, une fois qu'il avait été envoyé dans un CEF à 500 km de Marseille, était revenu au bout de 15 jours. Je veux dire, c'est un vrai travail de mise à distance, de protection, comme on fait avec les victimes les enfants roms, par exemple, qui sont exploités dans les réseaux de mendicité ou de cambriolage. D'accord. Voilà, sachant que ce sont des vrais réseaux, et ça peut poser par exemple même des questions juridiques complexes, de l'anonymat, de changer de nom, etc. Le statut de repenti, il n'existe pas pour les mineurs, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ça pose de vraies grosses questions. Ce qui me donne un peu d'espoir, c'est que à propos du trafic de stupéfiants, la justice est en train de... On parle de créer ce pôle national de lutte contre le narcotrafic. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront se faire aussi pour les mineurs. D'accord. Oui, parce que aussi, voilà, ces réseaux, ils se limitent pas à nos frontières nationales, mais ils interviennent aussi souvent au niveau transnational. Oui, Vous arrivez à effectuer une coopération avec d'autres institutions pour lutter aussi contre ça? non. Non. Très honnêtement, les procédures, enfin jusqu'à ce que je sois à la retraite, mais je pense pas qu'il y ait eu une révolution à ce sujet. Les procédures qui arrivent dans un bureau de juge des enfants, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire, il y a eu une intervention des forces de police dans la cité Intel. On a interpellé 5 mineurs avec 30 grammes, 50 grammes ou 10 grammes de cocaïne. Et puis on les défère. Il y a pas, on leur demande au mieux, on leur demande un peu comment ils fonctionnent. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on sait et que j'ai appris petit à petit qu'il y a des horaires extrêmement stricts, 10h du matin, 5h de l'après-midi ou 5h minuit. Les derniers temps, ça pouvait être pour certains 10h minuit. On les amène et on les ramène dans le centre-ville. On les amène à la cité et on les ramène au centre-ville. Celui qui m'a fait comprendre la traite des êtres humains, notamment, c'était une audience qui concernait des violences dans un hôtel. Je découvre à cette occasion qu'ils sont hébergés la nuit dans des hôtels. Vous n'allez pas me dire que quand on voit 3 adolescents de 15 ans arriver toutes les nuits, le gérant ne pourrait pas se poser quelques questions sur le fait qu'il accueille des mineurs dans son hôtel. Voilà, c'est pas... non, je ne sais plus où était votre question. Excusez-moi, je me suis perdue dans les explications. C'était sur la coopération avec d'autres institutions, Oui, notamment au la niveau... coopération, voilà. Non, les procédures qui arrivent dans un cabinet de juge des enfants, c'est le b.a.-ba. On a juste le nom, le mineur reconnaît ou ne reconnaît pas. Et puis, quand on a pris un peu de temps, ils les ont interrogés sur leurs horaires, sur depuis quand ils y sont, quelles sont les conditions de travail, c'est tout. Jamais je n'ai vu dans une procédure essayer de remonter déjà au gérant de plan de stup. Déjà. Alors je vous parle même pas des organisateurs et de ceux qui tiennent le réseau. Et généralement, ces mineurs, ils ont quel âge à peu près? Qui sont déjà insérés dans les réseaux? Alors, ils ont un profil un peu particulier, c'est-à-dire que les réseaux sont pas idiots. Ils vont pas chercher des adolescents ou des préadolescents qui vont très mal dans leur tête. Ils vont pas chercher des adolescents qui vivent déjà à la rue. Ils prennent des adolescents qui ont reçu une éducation, qui ont été scolarisés, qui ont la tête sur les épaules normalement, c'est-à-dire qui sont capables de points de repère. Pourquoi? Parce que c'est bête, mais quand il faut tenir de 10h du matin à 5h sur le même plan de stup sans s'arrêter avec un rendement, il faut tenir un livre de compte, il faut savoir, il faut être vigilant, il faut être en vigilance permanente, voir si la police arrive, s'il n'y a pas quelque chose ou s'il n'y a pas la bande adverse qui vient régler des comptes, etc. Donc, ils ne peuvent pas choisir des adolescents complètement
côté de la plaque, excusez-moi l'expression familière. En revanche, ils ont choisi, qui ont reçu ces bases, mais qui, à un moment de leur parcours, sont fragiles. Sont fragilisés. Alors, les motifs de fragilité, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une déscolarisation, ça peut être un parent qui s'en va ou qui décède, ça peut être la famille se retrouve à la rue à la suite d'une expulsion. Enfin, un événement qui va fragiliser sérieusement. Alors, ils peuvent pas utiliser en plus des adolescents qui ont des troubles mentaux, des choses comme ça. Ils seraient totalement inaptes à assumer les fonctions. D'accord. Voilà. Un des critères quand même, c'est qu'ils sont toujours déscolarisés. La déscolarisation est un facteur de désocialisation et un facteur de risque important de se retrouver happé par les réseaux et par la délinquance. Et puis souvent, ils sont dans des familles monoparentales, avec beaucoup de... Enfin, dans mes lectures, j'ai pu voir que souvent, c'est des familles monoparentales aussi, et ils tombent dans le réseau, bon, avec aussi l'appât du gain pour avant tout aider la famille. Enfin... Alors, l'appât du gain, je redis, l'appât du gain, au départ, pour rentrer, oui, les premiers pas, oui. Mais ensuite, non, pour la bonne raison que vous avez en plus le mécanisme de la dette. C'est-à-dire, alors, l'appât du gain, oui, les adolescents vous disent, j'avais envie d'argent, j'avais envie de vêtements, j'avais envie de m'acheter un scooter, etc. Et quand vous leur demandez combien ils sont payés, ils vous disent, par exemple, pour le 10h, 17h ou 17h minuit, on va dire environ entre 80 et 120 euros par jour. Quand on fait le calcul à l'heure, je leur demandais de faire le calcul et ceux qui étaient capables de calcul mental étaient capables de me dire que c'est entre 8 et 10 euros. Je leur ai dit, mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que c'est même pas le SMIC? Alors ils répondent un peu sans se rendre compte, ils me répondaient, ah oui, mais à mon âge, je pourrais pas être embauché au SMIC, moi il n'y a que les apprentissages. Donc, c'est une rationalisation un peu surprenante, mais c'est ce qu'ils disent. La difficulté, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que très vite après, dès qu'ils ont été interpellés par la police, le mécanisme de la dette se met en place, c'est-à-dire que s'ils ont été interpellés avec les 30 grammes, les 50 grammes qu'ils n'avaient pas fini de vendre, eh ben, ils doivent la somme que représente ces 50 grammes ou 100 grammes, ils les doivent au réseau. Et donc après, ils se mettent à travailler gratuitement pour le réseau. Je précise aussi que quand ils travaillent de 10h à 5h de l'après-midi, ils se payent eux-mêmes leur sandwich et quand ils sont à l'hôtel, ils payent eux-mêmes leur hôtel. Donc en guise d'enrichissement, au bout d'un moment, je veux dire, c'est une escroquerie totale. D'accord. Mais ils s'en rendent pas compte. Et on fait croire... Alors il y a de l'enrichissement pour les niveaux supérieurs, mais les niveaux de base, on est très loin d'un enrichissement réel, sauf peut-être les premiers jours, les premières semaines. D'accord. Outre, alors on n'a pas encore parlé des violences, des actes de torture, des viols, des diffusions de vidéos pornographiques de ces adolescents où on agresse sexuellement ces adolescents où on les tabasse, puis après on fait circuler ou on menace de diffuser ces vidéos sur la place ou ailleurs, etc. Je veux dire, c'est très très violent. Hein. Oui, l'idée... C'est un monde violent. L'idée que ce sont des adolescents qui sont juste attirés par l'appât du gain, ça me met en colère parce que, oui, les tout premiers temps, mais ensuite, on est vraiment sur de l'exploitation. Et il y a des procès d'assises qui sont terrifiants, hein. Sur les actes de torture qu'ils ont pu subir, sur la pression, sur les conditions inhumaines de réponse, enfin, comment dire ça, pas d'emprisonnement au sens judiciaire du terme. Oui, mais d'emprisonnement au sein du réseau. Oui. Et pour sauver ces mineurs, est-ce que la sortie de la ville, de la région où sont implantés les réseaux est une solution ou pas? Parce qu'on sait qu'ils arrivent toujours enfin, je pense qu'il y a la crainte aussi d'être retrouvés pour ces mineurs qui sont dans ce cercle vicieux avec le système de la dette. Enfin, je pense que même s'ils ont la volonté d'arrêter, c'est quand même compliqué. Quand ils sont connus par les réseaux, qui doivent de l'argent. Alors, je dirais, comme je dis dans d'autres contentieux de délinquance et autres, l'idée qu'il suffit de les menacer très fort ou
ou d'imposer une décision pour que l'adolescent évolue et change, c'est une illusion. Il faut qu'il y ait comment on va dire ça ? Il faut les préparer à l'éloignement. Il ne suffit pas de dire vous êtes victime de traite des êtres humains, je vais vous envoyer à 800 km ou à 600 km. S'ils ne comprennent pas de l'intérieur eux-mêmes que c'est indispensable pour leur sécurité, ça ne sert à rien, parce qu'en plus on est dans un monde d'hyperconnexion, les transports sont faciles aussi, etc. Donc c'est un vrai travail de sensibilisation et c'est la même chose d'ailleurs pour les jeunes Roms. Les jeunes Roms victimes de mendicité, qu'on envoie dans les réseaux de mendicité ou de cambriolage, tous ceux qui travaillent là-dessus vous disent il ne suffit pas d'arriver avec des bons sentiments pour qu'on arrive à les sauver. C'est un long travail, c'est tout un travail de sécurisation, de mise en confiance. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des échecs pour qu'à un moment ça fasse sens pour eux. J'ai pas de réponse magique. D'accord. Voilà, la seule chose que je sais, c'est que c'est effectivement très dur, parce que c'est les premières fois qu'on est confronté au niveau de la délinquance des mineurs à des vrais réseaux criminels et pas simplement à des dérives d'un adolescent et de son environnement. D'accord. À côté donc parallèlement au réseau de stupéfiants, on a aussi un autre contentieux qui est quand même préoccupant, c'est les réseaux de proxénétisme impliquant les mineurs. Ces recrutements peuvent être même réalisés au sein donc, de foyers de placement. Donc c'est surtout les jeunes filles qui sont visées par cette pratique, incluant aussi les mineurs non accompagnés venant en France. Mmh. Comment on arrive à lutter contre cette pratique ? Est-ce qu'on connaît assez ce système de proxénétisme pour essayer de le combattre ? Quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté, parce que ça arrive quand même dans les foyers, donc il y a quand même être une structure de placement qui est une structure de protection. Donc comment on arrive à gérer cette délinquance-là, même dans les mesures de protection ? Alors là, je change de casquette, je ne suis plus le juge des enfants qui intervient auprès d'adolescents délinquants, je serais plutôt le juge des enfants pour la protection. En assistance éducative, en protection. Alors, il y a deux types de proxénétisme, il faut faire attention. Vous pouvez avoir du proxénétisme à l'échelle du quartier ou de l'environnement proche, c'est-à-dire une adolescente qui a une relation plus ou moins amoureuse avec un garçon, et puis ce garçon, au bout d'un moment, en guise d'être l'amoureux protecteur, l'utilise ensuite et puis devient un proxénète. Alors ça, c'est du proxénétisme qu'on arrive à repérer et qui peut être sanctionné. Encore faut-il que la jeune fille soit en capacité de prendre suffisamment de distance pour dénoncer le garçon. Mais bon, ça, sur le plan judiciaire, c'est pas difficile. Ce qui est très difficile, en revanche, c'est les vrais réseaux, ce que j'appelle le vrai réseau de proxénétisme, qui est organisé comme les réseaux de trafic de stupéfiants, et où là, alors moi j'ai eu des enfants, j'ai aucun pouvoir vis-à-vis d'eux, si ce n'est le pouvoir de dénoncer à chaque fois auprès du parquet, en disant voilà, j'ai reçu cette jeune fille qui est confiée au foyer untel ou qui vit chez ses parents, et dans ce qu'on comprend, ou dans ce qu'elle dit, ou dans ce qu'on repère dans les comportements, etc., elle est victime de proxénétisme. Donc moi, je peux seulement alerter le parquet, et c'est au parquet ensuite à organiser des investigations plus approfondies avec des services de police. Voilà, je suis désolée de dire que les dernières années à Marseille, on a été plusieurs collègues à essayer systématiquement de faire remonter les informations. Ça n'a pas été couronné d'un franc succès de démantèlement de réseau. Voilà, je ne sais pas trop expliquer pourquoi. Oui, on arrive beaucoup plus facilement à interpeller le jeune homme qui exploite une ancienne amoureuse et qui en fait une prostituée. Donc c'est du proxénétisme à petite échelle, c'est pas un vrai réseau. D'accord.
Et pour conclure, vous m'avez peut-être un petit peu déjà répondu. Dans votre carrière, avez-vous été confronté à un dossier qui vous a particulièrement marqué, qui relevait d'une affaire de proxénétisme ou de traite des êtres humains? Donc sur la traite des êtres humains, je pense que vous m'avez déjà évoqué le mineur qui vous a amené à développer cette idée-là. Oui. Mais si vous avez une autre affaire qui vous a marqué au cours de votre carrière? Mais c'est triste si je finis par l'exemple que je vais vous donner. Le dernier dossier, gros dossier que j'ai jugé juste avant de partir à la retraite, c'était 5 adolescentes de 14 à 17 ans qui avaient été poursuivies par le parquet et avaient fait l'objet d'une instruction criminelle pour proxénétisme en bande organisée. Parce qu'elles avaient voulu mettre une jeune fille qu'elles connaissaient de notre foyer sur ces réseaux coco, je sais plus quoi, là, enfin. Et la jeune fille, la victime avait eu le temps d'appeler son assistante sociale, la police est intervenue, et donc les jeunes filles ont été interpellées dans la chambre de l'hôtel. Elles ont été placées en détention, elles avaient entre 14 et 17 ans. Pour moi, c'est une des pires expériences judiciaires que j'ai eues parce que quand on regardait le dossier à fond, ça ressemblait à une expédition punitive. C'était une expédition punitive parce que la jeune fille victime elle-même avait voulu prostituer l'une d'entre elles. Elles étaient toutes des adolescentes de foyer, elles se connaissaient toutes, elles avaient toutes. Et quand on regardait leur parcours et leur personnalité, il y avait toutes les horreurs, toutes les maltraitances dans une vie d'adolescente qu'on peut imaginer. Il y avait tout le panel, tout l'éventail. Voilà. Et donc, on a voulu faire un exemple. Donc, on a retenu une qualification pour pouvoir les envoyer en détention. Il y en a 2 qui ont fait 6 mois de détention. Pour pouvoir les envoyer en détention, on a retenu une qualification criminelle, c'est-à-dire proxénétisme en bande organisée. En guise de bande organisée, elles s'étaient retrouvées le soir au foyer et elles avaient décidé d'aller faire une expédition punitive sur la copine. Je suis désolée. Le code pénal, il n'a pas été inventé pour ça. Enfin, quand le code pénal prend la notion de bande organisée, c'est pas pour ce genre de choses. Voilà. Et donc la justice a voulu là montrer qu'elle traitait le proxénétisme dans les foyers, mais c'était pour moi complètement à contresens. Je veux dire, c'était elles avaient, la jeune fille qui était victime avait subi, je suis tout à fait consciente de ce qu'elle a subi, mais en faire une telle affaire avec 6 mois de détention à la clé, alors que toutes, elles avaient subi ou des viols, ou des maltraitances, ou des viols incestueux, ou toutes les horreurs qu'on peut cumuler dans des dossiers d'assistance éducative. Et la plupart du temps, donc quasiment pour les 5 jeunes filles, il n'y avait eu aucune poursuite pénale contre les auteurs de ces agressions sur elles. Je veux dire, voilà, on peut en arriver judiciairement, on peut en arriver à ce genre d'aberration quand on veut simplement faire l'exemple et qu'on n'a pas... Je sais pas, voilà. Je suis désolée de donner cet exemple. C'est un dossier qui a dû... L'audience du tribunal pour enfants a duré 2 jours, 15 jours de préparation, 5 jeunes filles... 5 jeunes filles avec des parcours très différents, mais toutes, enfin je me rappelle, quand je lisais leur dossier d'assistance, elles n'étaient pas toutes de mon cabinet. Donc j'étais obligée de lire leur dossier d'assistance éducative qui avait été établi par les autres collègues. On cumulait toutes les horreurs que des adolescentes peuvent avoir subies dans une vie. Voilà, je suis désolée, c'est pas un bon exemple très réjouissant, le proxénétisme. Donc j'ai pas d'autres... En termes de proxénétisme, malheureusement, je ne peux pas vous donner d'exemple d'une jeune fille qui a été victime et où on est, grâce à je ne sais quelle intervention de notre part, réussi à démanteler le réseau. D'accord. Une adolescente de mon cabinet qui avait subi plusieurs viols. Sur l'ensemble des viols, il y en a un qui a pu être jugé en correctionnel, même pas aux assises. D'accord. Ouais, donc ça reste compliqué. Oui.
Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Bellon. Peut-être que, Dites-moi. pardon, peut-être qu'il y a une mobilisation plus récemment. C'est possible, avec tout ce qu'on dit sur l'aide sociale à l'enfance, tout ça. Peut-être que les choses vont bouger, vont changer. C'est possible. Vous avez espoir d'une évolution? Oui, parce que il peut y avoir des politiques qui évoluent, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir... Oui. Après, je dis moi-même, par exemple, sur cette notion de traite des êtres humains, j'ai mis 5 ans, ou 4 ans et demi. Bon, je veux dire, je peux pas jeter la pierre aux autres en disant vous avez rien compris. Moi, j'ai tout compris. J'ai mis 4 ans et demi et c'est un alignement de planètes très particulier parce que je connaissais très bien ce mineur et que en fait tous les clignotants se sont allumés d'un coup. J'avais plein de petits clignotants, mais disséminés à droite à gauche, si vous voulez. Par exemple, le fait de ne pas manger, d'avoir la perte de l'appétit, on me l'avait dit. Bon, je m'étais dit il a plus faim ou il doit trouver. Et en fait, ça fait partie des critères et c'est une des. Comment on va dire ça? C'est une des manifestations de l'état dépressif, on va dire. Voilà, c'est comme l'isolement, les insomnies, subir les violences, etc., etc. Voilà, bon, je suis désolée, j'ai pas fini sur quelque chose de très gai. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes les questions. Non. C'était très, très intéressant. Si vous avez besoin d'un moment, parce que là, je m'exprime assez familièrement et j'étais un peu décousue parce que je suis pas chez moi à Marseille. S'il y a besoin que je reprenne un passage en particulier pour le réexpliquer de façon synthétique, vous me dites. D'accord, c'est très gentil en tout cas. Je vais étudier tout ça. Merci beaucoup encore, Madame Bellon. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Allez, bonne continuation. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.